aussi en ligne, normalement vous nous entendez aussi. Et merci d'être venu en nombre pour ce deuxième événement du mois du genre de cette année, au cours duquel nous avons une programmation, des invités qui seront toujours passionnants et passionnantes, et avec un thème particulier cette année qui est milité, qui a bien sûr une actualité politique d'autant plus forte. Et on a voulu, dans notre programmation, inclure aussi une dimension historique, pas simplement sociologique, anthropologique ou de sciences politiques, avec l'intervention de Fanny Bugnon, que nous remercions vraiment d'être venue pour sa venue aujourd'hui. Fanny est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2, au sein du laboratoire Tempora, si je ne me trompe pas. Et Fanny a un engagement fort dans la promotion des études de genre, étant donné qu'elle est responsable à la fois du diplôme interuniversitaire d'études de genre qui est porté par Rennes 2 et l'UBO, l'Université Bretagne Occidentale, et aussi membre responsable du M2 discrimination, qui s'appelle Études sur le genre aussi, qui est co-accrédité par l'Université de Rennes 2, de Nantes, du Mans. C'est l'ancienne directrice qui oublie toujours les 5 partenaires du Mans, du Lubio, et bien sûr qui est portée par Angers. Donc on la connaît très très bien ici, et on apprécie tout particulièrement ses travaux sur l'engagement politique au féminin. Et c'est pour ça que tu es venue aujourd'hui en particulier nous parler de Tante Fine, Joséphine Pencalette. Simplement, quelques mots avant de te donner la parole. Rappeler que cette question d'engagement politique au féminin, c'est le cœur de tes recherches. Depuis le doctorat, tu as publié ton travail doctoral sous le titre Amazon de la terreur, et c'est sur la violence politique des femmes. Donc c'était en 2015. Tu as bien sûr publié sur d'autres thèmes, notamment sur l'histoire de la sexualité, mais je voudrais simplement souligner d'autres ouvrages importants, notamment en 2017, un ouvrage collectif, Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes, le genre de l'engagement dans les années 68, donc avec Ludivine Bantini et Fanny Gallo, et puis cette année, l'année passée, en 2024, un ouvrage qui est très important, aussi un ouvrage collectif, Les femmes contre le changement, conservatisme, réaction et extrémisme en Europe, 18e, 21e siècle, dont je recommande aussi la lecture. Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler de ton ouvrage L'élection interdite, itinéraire de Joséphine Pencalette, qui a reçu le prix Augustin Thierry des rendez-vous d'histoire de Blois, donc l'année dernière. Félicitations. Et donc nous te laissons environ une quarantaine de minutes pour nous parler de Joséphine, et nous aurons ensuite un échange avec la salle d'une vingtaine de minutes. Grand merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être de retour à Angers, parce qu'en fait j'ai soutenu ma thèse à l'Université d'Angers il y a quelques temps déjà. Je vais vous emmener dans un voyage un petit peu géographique, et surtout dans un voyage dans le temps, puisque je vais, à travers l'itinéraire, la trajectoire de Joséphine Pencalette, éclairer plus largement en fait les trajectoires et les évolutions des trajectoires des femmes entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle. Vous avez ces dates de naissance et de mort à l'écran. 1886-1972, mutation sur la question du travail, mutation sur les questions de l'autonomie, du droit, et surtout sur la question des droits politiques. Alors, je vais commencer par vous faire écouter une petite archive. C'est déjà une archive, c'est un document qui a quelques semaines, qui est une captation vidéo à Douarnenez en 2024. Oh là là, 2024, une erreur. Je me mélange des fois dans les siècles. 2024, je le corrigerai. On a fait un test tout à l'heure, normalement ça marche. Écoutez, oui, leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, oui, leurs sabots, voilà Karine les peines sardines. Alors, ce petit refrain qui est depuis quelques années repris dans beaucoup de manifestations féministes en particulier, dans le mouvement des Gilets jaunes également, est une chanson qui évoque une lutte de femmes qui s'est déroulée à Douarnenez. Donc voilà, Douarnenez là-bas, tout au bout du Finistère Sud, en 1924. Et l'histoire de Joséphine Pencalette, elle est liée à cette grève. Alors, avant d'aller jusqu'à la grève
On va faire un petit fil chronologique et poser un petit peu le décor. Et j'emprunte à Michel Perrault cette formule. Elle dit que les ouvrières n'écrivent pas leur autobiographie. Et Joséphine Pencalette n'a pas échappé à cela. Donc, je me suis attelée pendant longtemps à essayer de retrouver les traces d'une femme qui n'avait pas cherché à en laisser. C'est ce que font beaucoup d'historiennes et d'historiens. C'est un grand classique aussi de l'histoire des femmes. Mais il y a des moments où les femmes font irruption dans les archives. Et dans le cas de Joséphine Pencalette, ça va être à la faveur d'une sorte d'effraction électorale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, donc nous partons à Douarnenez, à la fin du XIXe siècle, où naît donc Joséphine Pencalette. Qu'est-ce que c'est que Douarnenez dans les années 1880 ? Eh bien, c'est un petit port industriel et c'est le premier port sardinier de France, c'est-à-dire que c'est le port dans lequel on pêche et on décharge le plus de sardines et c'est le lieu dans lequel on le met massivement en boîte de conserve. C'est une révolution industrielle, une révolution technique qui a entraîné une transformation économique, démographique et sociale très importante. Douarnenez, c'est une ville dont, au cours du XIXe siècle, la population a été multipliée par plus de 3 à la faveur de l'essor de la conserve. La première conserverie où on met des poissons dans des boîtes métalliques, elle ouvre en 1853. Et à la fin du XIXe siècle, il y a une vingtaine d'usines de tailles différentes, mais toute la ville tourne autour en fait de cette industrie de la conserve. Donc c'est une ville qui est totalement liée à cette activité, avec une division sexuelle du travail très classique. Les hommes pêchent, les hommes vont en mer, et les femmes vont à l'usine. Il y a aussi des hommes dans les usines, j'en parlerai tout à l'heure. Les femmes sur les bateaux, comment vous dire, on considère que ça porte malheur dans une certaine mesure. En tout cas, le monde de la pêche à l'époque est un monde complètement masculin. Douarnenez, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la ville aux 3 ports. C'est une toute petite, je vous montrerai tout à l'heure d'autres cartes, mais c'est une concentration urbaine très forte. Et le principal port, c'est le port du Rosmeur que vous avez ici, sur les hauteurs duquel est née Joséphine Pencalette, dans la rue des Plomards. Donc vous avez une carte postale ici en dessous. Et dans une famille très ordinaire. Son père est marin. Au moment où elle se marie, sa mère travaille aussi dans ce qui ne s'appelle pas encore les usines de conserve, mais ce qu'on appelle les presses, parce qu'avant de conserver le poisson dans des boîtes en métal, on les conservait dans des barils en bois en pressant le poisson. Donc elle était fille de presse, famille très nombreuse, comme souvent en fait à l'époque, la révolution démographique, la transition démographique se fait en Bretagne et en particulier en Finistère, assez en décalé avec d'autres régions de France, et notamment en lien avec le poids de l'Église catholique sur les prescriptions en matière de morale sexuelle. Elle est 12e d'une famille de 13 enfants. Je parle seulement des enfants nés vivants. Et elle vit, comme beaucoup de gens, dans un appartement qui fait 1 à 2 pièces, c'est-à-dire que les maisons que vous avez ici à l'écran, en fait, il y a généralement 2 logements par étage, de chaque côté du palier. Et ce sont des logements d'1 ou 2 pièces. Donc en fait, le bistrot, énormément de café, c'est la pièce qu'on n'a pas. C'est le salon qu'on n'a pas. Et les enfants vivent aussi beaucoup dans la rue. Donc vous avez une ville qui déborde un peu sur le plan démographique, et c'est une ville très jeune. À la fin du XIXe siècle, 40% de la population a moins de 15 ans. Donc il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de femmes, les hommes vont en mer, et il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Et ça tombe bien parce que l'industrie de la conserve est une industrie qui est très gourmande en main-d'œuvre. Des besoins en main-d'œuvre très importants parce que la sardine, le poisson, d'une manière générale, c'est une matière première fragile. Ça ne se conserve pas longtemps. Et on n'a pas les techniques de réfrigération que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est une industrie qui a besoin d'une main-d'œuvre nombreuse et corvéable à merci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire de travail. Le seul endroit où on peut appliquer des horaires, c'est les usines qui fabriquent les boîtes métalliques. Mais le poisson, ça dépend de l'heure à laquelle reviennent les bateaux et l'heure et la quantité de poisson qui a été pêché. On ne sait pas quand on embauche et on ne sait pas non plus quand on terminera. Une journée de 3 heures ou une journée de 10 heures ou plus. Donc ce sont des conditions de travail extrêmement pénibles, qui sont peut-être à l'origine d'ailleurs de la mort précoce de sa mère. Sa mère meurt à l'âge de 51 ans, Joséphine Pencalette a 12 ans à ce moment-là, et c'est probablement, si elle reproduit ce qui se fait habituellement dans ce milieu-là,
C'est probablement à ce moment-là qu'elle a commencé à aller à l'usine. À 12 ans, on disait, on met la coiffe, donc en dentelle, aux filles. Cette coiffe qu'on appelle aussi pelle sardine parce que on trouve que ça rappelle la tête du poisson avec 2 petits revers au niveau de la nuque qui rappellent la tête des poissons. Donc à 12 ans, on leur met la coiffe et puis elles vont à l'usine. Vous voyez ici sur ces images, notamment celle qui est tout en haut, la jeune fille qui porte un panier au milieu, qui est probablement la Benjamine de l'atelier. Et cette main-d'œuvre féminine, si les lois qui régissent le travail des femmes et des enfants dans les industries s'étaient appliquées dans le secteur de la conserve, eh bien, elles n'auraient pas dû, par exemple, travailler de nuit. Or, en raison de la fragilité de la matière première, les industriels de la conserve, qui pour beaucoup sont des investisseurs nantais, qui possèdent plusieurs usines, à la fois à Douarnenez, mais aussi sur tout le littoral atlantique. Il y a des usines de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, et puis aussi sur les côtes espagnoles, au Portugal et au Maroc. La mondialisation industrielle existe déjà à la fin du XIXe siècle. Eh bien, ces industriels ont obtenu que la loi qui interdit le travail de nuit des enfants dans les industries, et des femmes et des enfants dans les industries, ne concerne pas le secteur de la conserve alimentaire, aux raisons du manque à gagner économique que cela pourrait entraîner. Donc, elle a vraisemblablement travaillé ici dès ses 12 ans, et on a quelques éléments qui permettent de se dire qu'elle a peut-être aussi baigné dans un environnement familial où une forme de conscience de classe a pu se développer. C'est une hypothèse, mais son oncle paternel, François, a fondé le premier syndicat des marins-pêcheurs à Douarnenez en 1896. Il va être maire radical de la ville au tout début du XXe siècle. Et puis surtout, son frère, Henri, menuisier de 26 ans, va participer à une émeute. Donc vous avez ici une reproduction dans le journal L'Illustration. Alors on grossit un peu le trait, il est pittoresque. Les Bretons, au début du XXe siècle, ne portaient pas dans les usines leurs gilets brodés et leurs chapeaux ronds, mais c'est pour le pittoresque de la gravure. Le clairon, et puis un drapeau qui est un drapeau rouge, vraisemblablement, en tout cas selon les documents d'archives, puisqu'il est condamné à 2 ans de prison pour avoir participé au saccage d'une usine installée sur le port en 1902, le 14 juillet 1902, parce que dans cette usine, l'usine Masson, venaient d'être installées des machines, on appelle des sertisseuses, et qui allaient remplacer les ouvriers et les ouvrières qui auparavant effectuaient cette tâche. Donc du bris de machine, comme on le dit, généralement ça a intervenu un peu plus tôt en France, mais ici à Douarnenez ça se passe en 1902. Et pourquoi ça se passe en 1902 ? Eh bien parce qu'il y a une crise de la sardine, une raréfaction de la matière première. Je vous ai dit, Douarnenez s'est construit autour de l'industrie de la pêche et de la conserve. À la fin du XIXe siècle, il n'y a plus de poissons. Les bancs de poissons ont disparu. Plus de poissons, plus de pêche, plus de travail. Plus de travail, plus d'argent. Pas la protection sociale qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc, une situation de vulnérabilité économique extrêmement forte. Je vous donne quelques chiffres pour vous l'illustrer. Tellement forte que la préfecture met sur pied un comité départemental de secours aux marins-pêcheurs et aux femmes d'usine. Elles sont nommées avec ce terme-là, aux femmes d'usine, aux filles de friture, comme on les appelle parfois, et que pour l'agglomération de Douarnenez, qui compte près de 20 000 habitants au début du XXe siècle, eh bien, il y a plus de 15 000 bouches à secourir selon les autorités locales. Il y a un recensement qui est fait dans tous les ports concernés, et donc le nombre de marins privés de travail, femmes et filles d'usine privées de travail, enfants privés de travail, et nombre de bouches à secourir, eh bien, pour Douarnenez, son agglomération, donc c'est plus des 3/4 de la population qui sont considérés comme étant à secourir sur le plan alimentaire. Donc ça dit des choses aussi sur la vulnérabilité économique, et c'est à ce moment-là que ces usines cette usine en tout cas va décider de s'équiper avec ces machines, donc ça nourrit aussi probablement une colère sociale importante. Ils sont une vingtaine à être condamnés. Et Joséphine Pencaret a alors 16 ans. On ignore tout des relations qu'elle pouvait entretenir avec ce frère, ce grand frère à l'époque, mais en tout cas, ça veut dire que ça fait aussi partie de son environnement familial. Tous les condamnés seront graciés
quelques mois plus tard, feront l'objet d'une grâce par décret présidentiel, au motif que cette émotion populaire, ce saccage d'usines, pouvait bénéficier de circonstances atténuantes que je vous ai brièvement exposées. Donc ça, c'est pour vous dire dans quelles conditions elle a pu grandir et peut-être aussi se frotter aux questions sociales et politiques. Ce qui ressort de l'enquête que j'ai menée, et de ce point de vue-là, quand on travaille sur des femmes qui n'ont pas cherché à laisser de traces et de femmes de conditions populaires, bien l'enquête orale est quelque chose d'important. Alors, bien évidemment, elle est décédée depuis 50 ans, je n'ai pas pu échanger avec elle, mais par contre, ses descendants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, avec qui j'ai pu m'entretenir, et d'autres personnes qui ont joué un rôle de passeurs de mémoire et passeuses de mémoire, ont pu me donner un certain nombre d'éléments, et notamment sur le fait qu'elle était très indépendante. Puisque, contre l'avis parental, paternel, elle a vraisemblablement, à 21 ans, à la majorité donc, à sa majorité, quitté Douarnenez pour Argenteuil. Argenteuil, département à l'époque de la Seine-et-Oise, actuelle Val d'Oise, ville industrielle en plein développement également. Et contrairement à de nombreuses femmes qui quittent la Bretagne au début du XXe siècle, avec ce contexte de fragilité économique que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas pour devenir domestique, ni prostituée, ni les deux, mais pour rejoindre un homme qu'elle a rencontré, que vous avez ici à l'écran, qui s'appelle Léon Leray, et qu'elle va épouser à la mairie d'Argenteuil en janvier 1908. Alors, contrairement à ce que pourrait laisser penser la photographie, il n'est pas marin de profession, il a fait son service militaire, il s'est engagé dans la marine. En fait, Léon Leray est cheminot, et Argenteuil, c'est un nœud ferroviaire important, donc à une dizaine de kilomètres au nord de Paris, 3 gares, et c'est dans cette ville donc, qui est affectée, que commence sa carrière de cheminot. Donc Léon Leray, qui lui aussi est breton, mais il ne parle pas breton, il vient de l'est de la Bretagne, qu'on appelle le pays gallo, de la région de Vitré, des fils de cultivateurs. Et ils se sont probablement rencontrés quand Léon Leray faisait son service dans la marine et a fait escale à Douarnenez. En tout cas, c'est vraisemblablement cela qui ressort de la mémoire familiale. Alors de Léon, c'est très très peu de choses. En étant cheminot, en 1910, il y a une grosse grève chez les cheminots dans toute la France qu'on appelait la grève de la thune, la grève pour les 5 francs d'augmentation. Thune était le nom qu'on donnait à ces pièces. On ne sait pas s'il y a participé. En tout cas, il ne fait pas partie des cheminots révoqués. Il y a plusieurs milliers de cheminots révoqués suite à cette grève. Il ne fait pas partie des responsables syndicaux, mais on sait qu'il y a une implantation socialiste, puis ensuite communiste et syndicale importante chez les cheminots. Donc en tout cas, ça fait partie aussi du paysage dans lequel elle évolue. Elle va rester à Argenteuil une quinzaine d'années. Elle va y donner naissance à 2 enfants. Donc vous voyez, là, elle effectue une transition démographique par rapport à la génération précédente. Un fils en 1910 et une fille en 1918. Et elle aurait vraisemblablement été lavandière pendant sa séquence à Argenteuil. Avec un rapport à la religion qui commence à marquer une certaine distance aussi. C'est une mutation importante. Certes, elle se marie à l'église d'Argenteuil, mais les enfants ne sont pas baptisés de manière très protocolaire, puisque son fils aîné va être baptisé à l'âge de 3 ans et demi, donc ce qui est peu banal pour l'époque, un été à Douarnenez. Peut-être que la famille a fait pression pour que cette situation soit régularisée aux yeux des prescriptions alors en vigueur. En tout cas, une forme de détachement peut-être des prescriptions normatives en la matière. Et puis cette séquence à Argenteuil, elle ne va pas durer très longtemps, en tout cas elle dure 15 ans. À l'échelle d'une vie, c'est conséquent, mais elle est brutalement interrompue par la mort de Léon Leray, qui décède donc en octobre 1923, non pas comme par la suite un certain mythe a pu, notamment entretenu par le Parti communiste, le faire penser, elle n'est pas veuve de guerre, il ne décède pas des suites de la Première Guerre mondiale, il décède de la fièvre typhoïde en octobre 1923. Ça veut dire qu'à l'âge de 37 ans, Joséphine Pencalette est veuve, avec 2 enfants à charge, de 13 et 5 ans à assumer.
Rien ne la retenait vraisemblablement à Argenteuil, absolument rien. Et donc, c'est dans ce nouveau contexte familial qu'elle va revenir à Douarnenez et qu'elle va se faire de nouveau embaucher dans une usine on ignore laquelle, de la vingtaine d'usines qui sont à l'époque installées à Douarnenez, mais en tout cas elle revient. Alors le Douarnenez dans lequel elle revient, fin 1923, début 1924, n'est pas le Douarnenez qu'elle a quitté en 1908. D'abord, sur le plan politique, il y a quelque chose qui a changé, c'est que la municipalité, depuis 1921, est tenue par le Parti communiste. C'est une nouveauté. Et il y a même un tout jeune maire qui est arrivé à l'automne 1924, qui s'appelle Daniel Leflanchette, dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure, mais d'ailleurs immédiatement. Vous l'avez au premier plan, légèrement sur le côté, avec sa casquette et un chien au niveau de ses pieds. C'est le maire de Douarnenez. Et il a à cœur de construire un bastion du Parti communiste, dans la période où le Parti communiste, qui est donc tout jeune, qui n'a pas 5 ans encore, tente de construire ses premiers bastions, ses premières implantations locales. Et Daniel Leflanchette, qui est un personnage assez haut en couleur, tatoué, borgne, qui est un excellent tribun, qui parle le breton, le français, qui adore chanter, dit-on, a décidé de faire de sa mairie une caisse de résonance des luttes sociales et de la lutte des classes d'une manière plus large. Et lorsqu'une grève éclate dans une fabrique de boîtes de conserve à Douarnenez le 21 novembre 1924, eh bien, il fait installer le comité de grève dans les locaux de sa mairie, ce qui n'est pas du goût du préfet, vous vous en doutez. Cette grève, elle éclate donc le 21 novembre 1924, et cette grève n'est pas une surprise. Il y a des militants politiques, syndicaux, en particulier de la fraction de la CGT qui a fait scission avec la CGT pour entrer dans le giron du Parti communiste, qui s'appelle la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, qui est née donc suite au congrès de Tours et la création du Parti communiste. Eh bien, cette CGTU, l'amour en quelque sorte, circule dans le Finistère Sud, fait des tournées de propagande. Lucie Colliard, que vous avez ici au premier rang de manifestantes, et c'est facile, c'est la seule qui n'a pas de coiffe. Elle a un chapeau et elle tourne la tête au premier rang, donc on voit en fait son chapeau. Lucie Colliard est militante de la CGTU, communiste, féministe, institutrice révoquée de l'enseignement au titre de son pacifisme, notamment lié à Hélène Brion, institutrice socialiste suspendue, jugée en conseil de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et Lucie Colliard, Charles Tillon et d'autres militants importants du syndicat et du parti cherchent à organiser des antennes syndicales. Et puis il y a aussi une réalité, c'est que l'inspection du travail, qui rédige chaque mois des rapports faisant état de la situation sociale et économique du département, eh bien, l'inspecteur du travail du Finistère écrit au début du mois de novembre 1924 des grèves qui sont à prévoir dans le secteur de la conserve. Certes, parce qu'il y a ce travail militant, mais surtout, écrit-il, parce que les salaires sont extrêmement faibles. Les femmes et les hommes ne gagnent pas la même chose, la loi le permet. Les ouvrières d'usine, qui sont les plus nombreuses, c'est-à-dire les emboîteuses, gagnent 80 centimes de l'heure. Qu'est-ce que c'est que 80 centimes de 1924? C'est le prix d'un litre de lait. Le kilo de pain est à 1,25 franc. Le salaire qu'on propose aux femmes ouvrières sans qualification à Argenteuil à la même époque, c'est 1,75 franc. Vous voyez des salaires extrêmement faibles, main-d'œuvre abondante, très bon marché, et que les industriels refusent d'augmenter. Alors que l'inspecteur du travail dit que sur le prix d'une boîte de conserve de poisson, le coût de la main-d'œuvre ne représente que 6% du prix de la boîte de conserve vendue. Et l'inspecteur du travail ajoute que, de ce point de vue-là, la marge d'augmentation raisonnable, sans mettre en péril l'économie de la conserve, est réelle, mais que se désole que les conserveurs, c'est le nom qu'on donne aux usiniers, eh bien, ne veulent pas entendre parler de ces augmentations. Donc cette grève éclate et le slogan, je vais vous faire écouter, ça dure quelques secondes,
Le slogan en breton, puisqu'à l'époque la langue de la vie quotidienne c'est le breton, c'est Pemre à la veau, ça veut dire nous voulons, je transcris en francs, nous voulons 1 franc 25 de l'heure pour les femmes. C'est Flanchet qu'il nous faut, c'est Flanchet qu'il nous faut. Pemre à la veau, Andrei va tout pena bene che sei. a tu da martello de vada Flanchet. Che malade. Daniel Le Flanchet, ici vous voyez de plus près, alors vous ne voyez pas ses tatouages, c'était sur le corps et sur les mains, un mort aux vaches sur une main, entre 4 murs, j'emmerde la sûreté sur l'autre, d'après son biographe Jean-Michel de Boulanger. Donc un personnage qui n'a pas les sympathies a priori du préfet. Il a installé le comité de grève dans sa mairie, il a fait demander une femme pour venir parler aux grévistes par télégramme dès que la grève a éclaté. Cette femme, c'est Lucie Colliard, qui est donc arrivée de Paris. Une première femme est arrivée de Nantes, puis Lucie Colliard, qui va rester pendant toute la grève, et la grève va durer 5 semaines. Daniel Le Flanchet, vous avez sa mairie ici, alors c'est pas en bleu, blanc, rouge. En bleu, blanc, rouge, c'est la gendarmerie. Sur le petit schéma ici établi par les gendarmes. Et la mairie, vous avez la place de la Cour au milieu, que Daniel Le Flanchet aurait voulu rebaptiser place Lénine. Le préfet s'y est opposé. Juste au-dessus, vous avez la mairie. Donc cette mairie, en fait, elle est vraiment centrale. Et là, vous voyez, c'est qu'en fait, tout ce qui n'est pas construit, c'est de l'eau. D'accord ? Donc on est sur un territoire très, très contraint. Et tout ce qui est encadré en rouge, c'est une usine. Donc vous voyez, il y a une densité d'usines qui s'enchevêtrent avec l'habitat. Ce n'est pas un quartier industriel et un quartier d'habitation, tout est mêlé, y compris d'ailleurs les villas des conserveurs, que je vous montrerai tout à l'heure, qui du coup tranchent avec l'habitat des classes populaires. Donc dans ces usines, il y a 26 usines au total à Douarnenez, dont 21 conserveries. Eh bien, il y a du grabuge. Du grabuge, et très vite, la grève est jugée générale. La grève est considérée comme générale par le préfet parce qu'elle touche toutes les usines. Elles ne sont pas nécessairement à l'arrêt, mais elles sont toutes concernées. Et vous voyez, il y a des hommes et des femmes, ici recensés par poste occupé. Et les plus nombreuses, ce sont donc les emboîteuses qui sont recensées par donc la préfecture au nombre de 722 emboîteuses grévistes, donc pour un total de plus de 2100 grévistes, moins d'une semaine après le début de la grève. Pour une population sur l'agglomération de 20 000 habitants, à peu près, 19 000, 40% de la population qui a moins de 15 ans, donc et les hommes qui vont en mer, vous faites le calcul, vous avez une petite idée du fait qu'en fait toute la ville est concernée par la grève. Toute la ville est concernée, mais les usiniers refusent de discuter. Et vous allez dire, bah oui, vous êtes bien gentil, Madame Buny, mais Joséphine Pelquet, où est-ce qu'elle est là-dedans ? Eh bien, elle est comme les autres. C'est-à-dire, elle est invisibilisée dans les archives. Elle est parmi les grévistes. Où ? On ne sait pas. Dans quelle usine ? On ne sait pas. Peut-être celle dans laquelle elle travaillera par la suite, que je vais vous présenter, mais ça reste une hypothèse. Donc l'histoire, c'est aussi faire avec les hypothèses qu'on ne peut pas forcément confirmer. En tout cas, on peut esquisser des scénarios, mais elle est dedans. Mais où, on ne sait pas. Cette grève, donc, qui devient générale, se durcit. Il y a des militants syndicaux qui viennent de toute la France, des militants, des députés communistes qui viennent également soutenir le mouvement parce qu'il y a un enjeu pour le Parti communiste. On est à une époque où le gouvernement, c'est celui du cartel des gauches. Et il y a aussi un enjeu pour le Parti communiste de s'afficher en réel défenseur de la classe ouvrière. C'est un conflit de femmes également. Il y a donc un enjeu de ce point de vue-là, puisqu'à l'époque, le Parti communiste, qui est un jeune parti, ne compte que 3 à 4% de femmes parmi ses adhérents. Donc il y a aussi un enjeu de faire venir des femmes au parti, de faire venir des femmes au syndicat, et de porter une lutte qui n'est pas une lutte féministe. C'est une lutte dont le point de départ est la revendication salariale, l'augmentation des salaires, pour les femmes comme pour les hommes, pas pour l'égalité des salaires. Il n'y a pas de revendication féministe à proprement parler formulée dans la grève. Cette grève, elle va durer parce que les usiniers refusent de négocier. La première fois, le juge de paix qui les convoque, ils ne s'y rendent pas parce qu'ils disent que c'est une grève politique, c'est une grève communiste et qu'ils refusent de discuter avec les communistes parce que ce serait donner du crédit à leur méthode.
deuxième convocation du juge de paix, ils avaient prévu une chasse à courre, et c'est ce qu'ils font valoir comme motif pour ne pas se rendre à la convocation du juge de paix. Ce qui irrite aussi un petit peu le préfet. Vous voyez, le préfet, il est à la fois irrité par la municipalité communiste, mais aussi par l'attitude du syndicat patronal. C'est un vrai scénario de film dans cette histoire. Bon. Le ministre du Travail, le lyonnais Justin Godard, donc du cartel des gauches, propose son arbitrage au mois de décembre 1924 parce que la grève prend de l'ampleur, est visible, il y a un feuilleton quotidien dans les colonnes de l'Humanité, mais même la presse nationale s'y intéresse de manière assez large et donc propose son arbitrage. Donc une délégation du comité de grève, qui est un comité mixte, c'est-à-dire composé d'hommes et de femmes, avec plus d'hommes que de femmes, se rend à Paris. Je pense que c'est la seule fois où on a une photographie de Bretonne en coiffe sur les marches du ministère du Travail à Paris, à la une de l'Humanité ici, donc en décembre 1924. Et parmi ces femmes, il n'y a toujours pas Joséphine Pencadence. Suspense. Il y a Lucie Colliard. Cette fois-ci, vous la voyez avec son chapeau et de face. Donc, on devine son visage au dernier rang. Donc, 3 ouvrières qui font partie du comité de grève, et puis des responsables syndicaux nationaux de la CGT. Le ministre du Travail se désole de l'attitude de blocage du syndicat patronal, qui refuse donc l'arbitrage, nous dit l'Humanité. Ils vont en profiter pour les patrons, avant de reprendre le chemin de la gare Montparnasse, et à l'époque il faut plus de 12 heures de train pour rejoindre Douarnenez, entre Paris et Douarnenez, donc c'est un voyage long, tant qu'à faire, autant en profiter pour faire autre chose que la réunion, on rentabilise le déplacement. Et ils vont en profiter pour se rendre dans le 6e arrondissement, dans une officine de briseurs de grève qui s'appelle l'Aurore syndicale, qui n'a de syndical que le nom. Ils vont recruter une vingtaine d'hommes de main qui sont mandatés, missionnés pour venir à Douarnenez et faire mettre un terme à la grève. C'est ce que vont faire ces hommes de main, ces briseurs de grève, mais sans vraiment y parvenir, alors soit en s'y prenant comme des pieds nickelés, soit parce que les consignes qu'ils avaient reçues étaient absurdes. Mais dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que celui qui est au premier rang ici, avec des fleurs à ses pieds, Daniel Leflanchec, va devenir un héros. Va devenir un héros parce qu'il échappe en fait à la mort. Il reçoit 2 balles de revolver dans la gorge. Il va être finalement légèrement blessé, c'est-à-dire ses cordes vocales en fait ont été touchées. Donc il a une voix, on va dire, par la suite métallique, mais il ne perd pas l'usage de la parole et surtout il survit. Il y a d'autres personnes qui vont être blessées. Donc là, ici, vous avez une partie du comité de grève et de ses soutiens. Les noms soulignés sont les noms des membres du comité de grève. Et vous allez me dire, bah oui, mais Joséphine Pencadence, c'est bien gentil, mais elle n'est toujours pas là. Non, elle ne fait pas partie du comité de grève. Elle est dans la masse des 2000 grévistes. Elle est dans cette masse des 2000 grévistes. Et elle va, en fait, après la grève, bénéficier d'une notoriété inédite. Mais je reviens à Daniel Leflanchec, il me reste un petit quart d'heure 10 minutes, très bien. Daniel Leflanchec, donc, est visé le soir du 1er janvier 1925 par des coups de feu dans un café. Donc, imaginez la scène, c'est le soir du 1er janvier dans un café aux alentours de 18h30 au niveau de la place de la Croix, que je vous ai montré tout à l'heure, en plein centre de la ville. Et un incident, comme le qualifie au départ la presse, éclate. Et donc il y a des coups de feu qui sont tirés, on croit le maire mort, on va faire un martyr, du coup, enfin, un quasi-martyr à cette occasion. Et il y a 5 autres personnes qui sont blessées, tous des hommes, plus ou moins sérieusement. Et une émeute éclate suite à ces coups de feu tirés. L'hôtel dans lequel les briseurs de grève logent, qui est à quelques pas, est saccagé. Ça donne même lieu à une carte postale, comme vous pouvez la voir ici. Les gendarmes interviennent, sont aussi, pour plusieurs d'entre eux, sérieusement blessés. Mais le préfet salue l'esprit de calme et de responsabilité des permanents syndicaux qui ont réussi à détourner la foule qui voulait venger Flanchec en le pensant mort pour tenir un meeting improvisé au Halles. Et cet événement va en fait accélérer la fin de la grève.
qui étaient dans un état de blocage, alors avec des solidarités fortes, de l'argent, de la nourriture, des jouets envoyés pour le Noël des enfants de toute la France. Il y avait une collecte aussi à l'Assemblée nationale qui avait été organisée. Et là, du coup, les événements du 1er janvier vont précipiter la fin de la grève. Un des responsables syndicaux de la CGTU dira certes, nous avons bien organisé la grève, nous avons bien mis sur pied le syndicat, mais nous avons surtout eu de la chance parce que, dit-il, je le cite de mémoire, les patrons se sont comportés comme des imbéciles. En faisant appel à des briseurs de grève, ont-ils eu pour consigne de tirer sur le maire? C'est possible. C'est d'un point de vue politique complètement absurde, parce que effectivement ça va faire un martyr, mais c'est possible. En tout cas, ça va précipiter la fin de la grève parce que là, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail et le préfet tapent du poing sur la table en disant là, stop, ça suffit, vous allez faire un martyr. La situation va devenir ingérable. On va avoir ce qu'on voit sur les affiches des soviets à Douarnenez, le bolchevique avec le couteau entre les dents. C'est une affiche qui date de la même époque, dans les années précédentes. Donc on est dans cette représentation-là aussi, avec la crainte que ça fasse tache d'huile partout. Que dans tous les ports où la CGTU commence à s'implanter, dans tous les lieux que le Parti communiste commence à prendre, eh bien, ça devienne aussi une forme d'émeute. Dans tous les cas, la grève touche à sa fin. Le 6 janvier 1925, un accord de grève et de sortie de grève est signé. Les hommes et les femmes obtiennent une augmentation, non pas 1,25 franc, mais 1 franc pour les femmes, 1,50 franc pour les hommes. Majoration des heures de nuit, interdiction du travail de nuit pour les enfants dans les fabriques de boîtes et non-renvoi des grévistes et liberté syndicale. Je résume dans les grands traits ce que ça donne. Et du coup, c'est un succès. C'est un succès qui est célébré. Ici, c'est le journal du syndicat de l'alimentation de la CGTU. Et donc, c'est une victoire ouvrière qui est célébrée dans la presse communiste et un exemple à suivre. Un exemple de réussite ouvrière. Vous allez dire, bah oui, et donc Joséphine Pencalette, où est-elle? Eh bien, elle est là. Elle est là. À force de la chercher, j'ai fini par la trouver. Dans un petit carton aux archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny, il y a le fonds Daniel Renaud. Daniel Renaud, c'est un journaliste de l'Humanité. Il sera par la suite maire de Montreuil, Montreuil en Seine-Saint-Denis. C'est un grand ami de Maurice Simonin. Maurice Simonin, c'est lui qui est à la tête du syndicat de l'alimentation au plan national pour la CGTU, et qui est venu à Douarnenez, qui était sur les photographies sur les marches du ministère du Travail. Et Maurice Simonin, donc, qui est très ami avec Daniel de Renaud, lui écrit ceci. Il est dans une petite pension au Guilvinec, qui fait une tournée de propagande, et il écrit ceci. Donc j'ai souligné, c'est assez lisible. J'ai trouvé en la camarade Leray une trésorière très active. Cette camarade Leray, c'est le nom d'épouse de Joséphine Pencalette, et en Bretagne, en fait, on n'utilise pas le nom d'épouse des femmes, en dehors de l'administration. Dans la vie de tous les jours, on utilise son nom de naissance. C'est un usage assez fréquent dans le Finistère. Et cette trésorière très active, donc Madame Leray, elle est tellement active qu'elle participe au congrès national de la CGTU à l'été 1925, et cette fois-ci avec son vrai nom, Joséphine Pencalette. Elle représente donc le syndicat de l'alimentation et de la conserve de Douarnenez. Et alors, à chaque fois qu'il y a un prénom, c'est parce que c'est une femme, ou parce qu'il y a un homonyme masculin. Donc en fait, il y a surtout des hommes au congrès de la CGTU. Là, vous n'en avez qu'une petite illustration. Ça veut dire donc qu'elle a un engagement syndical réel, important, et qu'elle va donc participer à ce congrès. Pour les 70 syndicats de l'alimentation qui y participent, il y a 2 femmes qui sont représentantes. Donc elles sont vraiment archi minoritaires. Donc c'est un engagement syndical qui est difficile à cerner, mais on sait qu'à ce moment-là, elle habite non pas dans la villa de conserveurs que vous avez ici tout en la photographie, mais dans le cercle que j'ai entouré ici, qui est une zone dans laquelle on a construit ce qu'on a appelé des habitations municipales légères, c'est-à-dire en fait des ancêtres des HLM dans des baraquements en bois. Dans les années 1920, il y a eu une très forte crise du logement à Douarnenez, comme ailleurs en France aussi suite à la Première Guerre mondiale. Et donc on a installé des politiques municipales de logement dans des préfabriqués en bois, en quelque sorte. Elle habite là, et juste à côté, il y a une usine. Et cette usine, juste à côté, c'est l'usine Amieux, dans laquelle elle a travaillé par la suite. Il est possible qu'elle y ait travaillé de manière longue. C'est une usine donc, avec vue sur mer, au-dessus de plage, dans laquelle les enfants ont l'habitude d'aller se baigner. Donc elle vit là à ce moment-là, et
son engagement syndical va connaître un débouché, et donc je vais terminer là-dessus assez rapidement, va connaître un débouché lié à un alignement de planètes inédit. Cet alignement de planètes, c'est le suivant. Clara Zetkin, militante du mouvement ouvrier, communiste de renom, c'est vraiment une star dans le monde communiste et syndical à l'époque, allemande, qui vit à Moscou, qui est une proche de Lénine. Bon, là, Lénine est mort, mais c'est une proche de Lénine auparavant. Elle a eu vent d'une faille électorale que les féministes françaises connaissaient, puisqu'elles avaient tenté déjà à plusieurs reprises de se présenter aux élections locales sans parvenir à se faire élire. Cette faille est la suivante. La loi électorale de 1884 prévoit que pour les élections municipales, la préfecture vérifie après le scrutin que les personnes déclarées élues sont bien éligibles. Donc on ne vérifie pas les listes de candidatures en amont du scrutin. Ça veut dire que dans les faits, rien n'interdit explicitement aux femmes de se présenter. Donc rien n'interdit aux femmes de se présenter. Et le ministère de l'Intérieur a donné pour la première fois consigne de comptabiliser les voix qui se porteraient sur des candidatures féminines. Alors pour le Parti communiste, il y a un enjeu de renverser la table en quelque sorte. Je ne m'étale pas là-dessus, tout en sachant que par la suite, la préfecture et le Conseil d'État invalideront les élections éventuelles de femmes, mais en tout cas que rien n'interdit explicitement aux femmes de se présenter. Donc le Parti communiste s'engouffre dans cette brèche, le ministère de l'Intérieur dit donc cette fois-ci on va comptabiliser les voix, et c'est l'occasion pour les communistes de tacler les féministes de manière super honnête, en disant voilà, les bourgeoises de gauche, les bourgeoises de droite tournent hypocritement autour de la question du vote des femmes, et bien nous allons créer un état de fait, bousculer la mauvaise volonté de nos dirigeants, et on ne pourra pas nous empêcher ces candidates d'être déclarées. Alors, c'est dans ces conditions que Joséphine Pencalet, et c'est là sa première effraction dans les archives, en fait, d'un point de vue, en tout cas de ce qui lui a donné une forme de notoriété, c'est au mois de mai 1925, elle est en 4e position sur la liste communiste. Donc le maire Daniel Leflanchet qui est candidat à sa réélection, ses 2 adjoints aussi, et ensuite c'est elle qui figure, vous voyez, en sa qualité d'ouvrière d'usine, auréolée en fait de la mémoire vive de la grève des semaines précédentes. Et derrière, la liste des candidats, ce sont les autres candidats par ordre alphabétique. Donc elle est mise au-dessus. Donc elle a une place, c'est certes la 4e place, mais ce n'est pas une marche en bas du podium, c'est une mise en avant importante. Comment est-elle arrivée là? Elle ne faisait pas partie du comité de grève, mais ses responsabilités syndicales ont probablement joué un rôle. Et Charles Tillon, qui lui aussi était sur la liste, responsable syndical, il sera ministre sous De Gaulle, figure communiste, maire d'Aubervilliers par la suite, fondateur des Francs-Tireurs partisans, mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, bref, ça. Monsieur, il va avoir une grande carrière, à l'époque il a tout juste 27 ans, c'est le début de sa vie de permanence syndicale. Dans ses mémoires, il explique que le plus dur n'allait pas être de faire élire une femme à Douarnenez, avec la grève qui avait précédé. Le plus difficile allait être, je cite de mémoire, une citoyenne qui consentit à jouer les suffragettes comme en Angleterre. Et il ajoute, pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice, seule Joséphine Pencalet, une avenante veuve, se dévoua. Elle avait souvent tenu le drapeau rouge, elle sut tenir tête au préfet et rembarrer les blagueurs. Disponibilité biographique pour l'engagement des femmes en politique, ça valait en 1925, je pense que ça vaut toujours en 2025. Et c'est dans ce contexte, et je vais m'arrêter parce que sinon on va me dire que c'est beaucoup trop long, que donc Joséphine Pencalet est déclarée élue. Et c'est la première fois que des femmes sont déclarées élues. Je dis des parce qu'elles sont au total 10. Mais c'est elle qui est le plus mise en avant, en résonance donc avec la grève que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on peut nuancer le triomphalisme du Parti communiste. Elle est en 4e position. À l'époque, on peut barrer des noms, faire du panachage, sans que ça invalide un bulletin. Son nom a été barré un certain nombre de fois, puisqu'en termes de recueil de suffrages, elle arrive en 24e rang. Ça veut dire qu'on a un certain nombre, que des électeurs, qui sont tous des hommes, ont à un certain moment barré son nom. Elle est adhérente brièvement au Parti communiste. Elle fait partie du conseil syndical régional, alors avec ici une orthographe malheureuse, et elle est installée comme conseillère municipale. Elle va siéger
Elle va siéger jusqu'à ce que la préfecture puis le Conseil d'État n'invalide son élection, donc au mois de novembre 1925, et c'est une procédure qui, tant qu'elle n'est pas allée à son terme, eh bien, n'invalide pas le scrutin. Donc jusqu'à la décision finale du Conseil d'État, elle siège. Elle siège, mais en fait, assez vite, elle ne va plus venir. Elle ne va plus venir parce que, pour une raison qu'on ignore, on peut émettre plein d'hypothèses, mais je n'ai aucun élément qui me permette d'en accréditer une. La conseillère communiste s'est en dispute avec le maire Daniel Leflanchec, l'a insultée sans raison, elle ne veut plus venir au conseil. À partir de l'automne 1925, elle ne vient plus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'ensuite, elle va continuer à vivre à Douarnenez, qu'elle ne va plus jamais se présenter à une élection. Elle ne va plus porter la coiffe non plus. Vous voyez ici dans les années 1930, elle va avoir une vie ordinaire, une femme respectable, une femme de catégorie populaire respectable. Elle va s'occuper de ses enfants, élever son petit-fils illégitime. Elle va continuer à travailler à l'usine. Et donc ici, l'usine Amieux que je vous montrais tout à l'heure, elle est dans le fichier du personnel et c'est le seul fichier nominatif qui existe pour les conserveries de Douarnenez. Donc c'est la seule trace que j'ai retrouvée d'elle. Elle vit longtemps dans ses HLM, à côté de l'usine, donc vue sur plage, ici c'est la plage l'été, donc vous voyez, il y a du monde sur la plage. Elle va mourir à Douarnenez en 1972, elle est ici avec sa petite fille au début des années 1950, en se tenant à l'écart du monde politique, du monde électoral. Elle n'a plus eu d'engagement politique ou syndical ensuite, tout en restant, comme disait sa petite fille, communiste de cœur, avec une idole, Nikita Khrouchtchev. Chacun son style. Mais en tout cas, la légende familiale raconte qu'en 1960, quand le général de Gaulle accueille Nikita Khrouchtchev, eh bien, elle n'aurait rien dit à personne et, veuve de cheminot, elle ne payait pas le train. Elle aurait pris le train pour essayer d'apercevoir son amour de cœur. Alors voilà, alors j'ai beaucoup parlé, et donc je vais devoir m'arrêter, mais pour vous dire que le nom de Joséphine Pencalet, il a disparu des archives. Moi, je n'avais jamais entendu parler, ne serait-ce même que des femmes aient pu être élues sans en avoir le droit, c'est un peu contre-intuitif. Localement, une mémoire a été entretenue de cette élection, mais vraiment sur le plan local, et dans les mouvements syndicaux, avec cette image aussi des ouvrières, non pas de Douarnenez, mais d'un peu plus loin dans le Finistère, de l'Esconil, représentée par le Charles Tillon. Et puis le nom de Joséphine Pencalet, au début des années 2000, eh bien, a commencé à être remis au goût du jour, comme le symbole d'une héroïne, d'une femme, voilà, élue avant d'en avoir le droit. Et je vais m'arrêter là en vous disant que Joséphine Pencalet donc, est morte en 1972 dans un silence total, à l'âge de 85 ans, et qu'elle s'est maintenue à l'écart du jeu politique, en étant une pionnière qui a peut-être payé cher aussi son engagement politique. Et je terminerai en disant que, je ne sais pas s'il y a des bretonnants dans la salle, mais Pencalet en breton ça veut dire têtu, tête dure, c'est amusant. Voilà. Donc l'historienne peut parfois aussi s'amuser avec ce genre de correspondance totalement fantasmée dans les archives, mais celle dont on voit aujourd'hui le nom à l'affiche d'un certain nombre de lieux, eh bien, a traversé plus de 50 ans dans l'effacement de son engagement politique. Donc je m'arrête là et on a un petit peu de temps pour des questions. Il y a une captation et qu'il y a des gens qui sont en ligne, il faut, si vous voulez réagir, intervenir, le faire avec le micro pour que tout le monde puisse entendre. Super, tout est dit. Merci beaucoup Fanny. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va prendre un petit temps pour approfondir votre connaissance. Le temps que les premières questions, que les personnes osent, moi j'ai une question. Je voulais savoir ce qui t'a amené à travailler sur Joséphine Pencalet, comment tu l'as trouvé, pourquoi tu as consacré un livre à quelqu'un qui t'a fui, visiblement, dans les archives aussi longtemps. Donc est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Alors je n'ai aucun lien biographique avec elle, je précise tout de suite, ni avec elle ni avec Douarnenez. Je travaillais avec d'autres collègues sur l'engagement des femmes avant les droits politiques, avant 1944, puisque les femmes n'ont pas attendu 1944 pour participer à la vie sociale et politique. Et on savait qu'à l'échelle locale, il y avait pu y avoir des expérimentations, des formes d'association des femmes à la vie locale, nommées, faisant partie de commissions, pas forcément avec un pouvoir délibératif, mais voilà, on savait qu'il y avait eu des formes d'expérimentation pour aller progressivement vers
l'égalité des droits. Donc c'était ce travail-là qui m'intéressait, et c'est un petit peu par hasard que j'ai entendu parler du fait qu'une femme avait été élue alors qu'elle n'en avait pas le droit. Au début, bien sûr, peut-être que ça vous fait la même chose, si je vous dis je travaille sur les femmes qui ont été élues avant d'en avoir le droit, vous allez me regarder bizarrement et me dire comment c'est possible puisqu'elles n'en ont pas le droit. Donc je vous ai très rapidement expliqué cette brèche du code électoral, ce contexte aussi où la question des droits politiques des femmes se pose. Dès 1919, les députés français votent le principe de l'égalité totale des droits politiques entre les femmes et les hommes, puisque les sénateurs refuseront à une vingtaine de voix en 1922, mais la question des droits politiques des femmes, elle est à l'agenda. Il y a des mouvements féministes depuis la fin du 19e siècle qui travaillent à mobiliser les femmes et les hommes, des parlementaires qui sont tous des hommes qui ont une commission des droits de la femme, une commission féministe, enfin voilà, donc c'est une question qui n'est pas la lutte des classes, enfin, qui n'est pas la lutte des sexes, pardon, un peu lutte des classes, quoique, mais c'est une question du coup qui infuse dans la société française, et moi donc ce qui m'intéressait c'était de faire sortir ces femmes totalement méconnues, qui ont toutes pour point commun ces 10 femmes élues en 1925 de l'avoir été dans des municipalités communistes, qui ensuite ont préservé ou pas la mémoire de cette élection inédite, en éclipsant au passage les initiatives des militantes féministes. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une petite lutte d'influence sur qui est-ce qui a voulu éliminer le premier. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage un peu du contexte? On est un pays breton, oui. Un pays picoudin, oui. Dans un environnement 1920 extrêmement catholique, avec une tradition extrêmement forte, tout ça décrit par Jacques Elias et d'autres, etc. Comment le Parti communiste a réussi à s'implanter à Douarnenez? Ça s'est pas fait comme ça, il a dû y avoir une résistance des traditions bretonnes, des traditions catholiques, vous avez parlé du nombre d'enfants, etc., de la démographie, de l'économie locale. Comment le Parti communiste a réussi à s'implanter? C'est assez quand même... C'est assez fort, effectivement. C'est assez fort, c'est assez étonnant. Voilà. Quelle est votre approche à vous? Alors, Douarnenez, c'est une terre de ce qu'on appelle le catholicisme bleu. C'est-à-dire que c'est une commune dans laquelle on élit depuis la fin du 19e siècle des maires républicains, plutôt que des conservateurs. Donc il y a déjà un terrain, il y a eu un maire socialiste aussi au début du XXe siècle, avant déjà, qui a eu l'étiquette du Parti communiste. L'évêché s'inquiète beaucoup. L'évêché est très inquiet de voir des soviets à Douarnenez, c'est ce qu'on lit dans les archives. C'est vraiment la peur de ça. Daniel Leflanchec, c'est le secrétaire fédéral, départemental du Parti communiste, et c'est un tribun très renommé. Quelqu'un qui est capable d'embarquer une salle avec lui, alors ça peut être clivant. Il est fils de sacristain, comme quoi on n'est pas forcément prédestiné par sa naissance complètement. Et il a réussi une implantation, parce qu'il parle le breton et le français, parce qu'il est... c'est quelqu'un qui a une intelligence, qui personnellement avait une intelligence politique réelle, et il y a eu la volonté pour le parti et pour le syndicat de ne pas aller contre les traditions non plus. C'est-à-dire que, par exemple, Lucie Colliard, qui est une féministe communiste divorcée au début du XXe siècle, avec 2 enfants, donc c'est quand même pas quelque chose de très banal, elle ne va pas arriver en disant la religion c'est l'option du peuple. Les ouvrières vont aussi à la messe. L'image d'Épinal, c'est de dire qu'elles avaient la carte du parti ou du syndicat comme marque-page dans leur missel. On fait avec. Elles s'en détacheront peut-être plus tard. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas les détacher de l'Église. Elles y viendront en faisant infuser ces idées communistes. Donc il y a le fait de ne pas aller contre la tradition, de faire avec, et de montrer, et ils ont été de ce point de vue-là assez aidés, je trouve, que le syndicat des usiniers, le syndicat patronal, joue contre eux. De fait de transposer une forme de lutte de classe en Bretagne, en mettant de côté la question religieuse et la question culturelle. Donc c'est dans ce paysage-là, j'évoquais la question de la grève, de l'émeute de 1902, quand on saccage une usine parce qu'il n'y a plus de travail et qu'on va mettre des machines en plus pour remplacer les humains. J'aurais aussi pu parler de la grève de 1905, dans laquelle les femmes ont obtenu d'être rémunérées à l'heure dans les usines, et non plus aux milles de sardines.
travailler. Donc il y a aussi eu, avant, quelques épisodes de contestation sociale qui se concentrent à Douarnenez. Et le Parti communiste va concentrer son attention et son énergie sur Douarnenez. Il sait qu'il y a d'autres endroits où ça ne va pas marcher, ça ne va pas être possible. Mais il y a comme ça quelques pôles dans lesquels une brèche va être possible. Et Douarnenez, enfin Daniel Leflancher va rester maire de Douarnenez jusqu'à l'occupation. Il mourra en déportation en 1944. Et donc il reste maire de Douarnenez. Il a réussi à faire une implantation en débordant en quelque sorte les socialistes qui pensaient garder la mairie. Il y a eu un effet de circonstance de cette nature-là. Je ne sais pas si je réponds complètement, j'essaie de le faire vite parce que je sais que le temps nous est un peu limité. Merci. Voilà. C'est d'ailleurs, autant que quelqu'un d'autre se manifeste éventuellement, c'est d'ailleurs pour cette raison que le Parti communiste met en avant cette élection-là et pas celle d'autres femmes ailleurs. Qu'une femme soit élue à Bobigny, à Saint-Denis, à Malakoff ou à Saint-Pierre-des-Corps en banlieue de Tours, c'est moins surprenant. Là, il y a un enjeu, c'est un peu la tête de gondole en quelque sorte. C'est une ouvrière qui a participé à une grève victorieuse et le Parti communiste qui se fait l'écho de la revendication ouvrière. Donc on veut mettre ça en avant pour conforter les bastions qu'on espère, en tout cas, que le Parti communiste espère maintenir dans son général. Oui, merci beaucoup, Camille, c'était super. Une question sur la mémoire militante de Joséphine. Tu l'as évoqué à un moment donné, le Parti communiste a promu cette mémoire militante, l'a peut-être en partie retravaillée, avec peut-être, je ne sais pas, une intention de redorer son blason en termes de défense du droit de vote des femmes, parce que si je me souviens bien, malgré ce que tu as souligné, c'est-à-dire la promotion d'un droit de vote dans cette feuille électorale au municipal, dans les années 20, au niveau national, le Parti communiste n'est pas nécessairement favorable au droit de vote des femmes non plus. Donc, est-ce qu'il y a dans la façon dont le PC a retravaillé la mémoire de Joséphine, de son histoire de Joséphine, une volonté de masquer un peu ce moment pas très féministe du parti? En fait, au sein du comité central et du bureau directeur du Parti communiste, il y a plusieurs points de vue. D'abord, il y a une seule femme dans le comité central à l'époque qui est féministe et qui s'appuie sur la consigne de Clara Zetkin. Et comme Clara Zetkin est une figure qui fait autorité, on ne va pas s'asseoir sur sa recommandation. On est bien obligé de la prendre en considération. Donc ça va aider les féministes du Parti communiste qui pensent que, comme en Russie, qui proclame l'égalité entre les sexes, en mettant un certain nombre de choses en œuvre, eh bien, il y a une carte à jouer. Il y a au sein du Parti communiste des gens qui sont vraiment des féministes convaincus. Et puis il y a aussi des opposants, des antisuffragistes avec des arguments classiques. Les femmes ne sont pas éduquées, les masses ne sont pas prêtes, elles vont voter du côté de la réaction et des lises, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment, je pense, la consigne de Clara Zetkin qui va servir un peu de laisser passer. Et puis parce qu'il y a un enjeu pour le Parti communiste de se démarquer des autres. Là, pour ce coup-là. De dire, vous voyez, le Parti radical qui est en train de bouger, qui commence par exemple à s'ouvrir aux femmes en 1924, où il y a eu plusieurs textes qui ont été déposés à l'Assemblée nationale pour aller soit vers l'égalité des droits politiques, soit un droit pour les femmes de plus de 30 ans ou pour les femmes de plus de 25 ans ou que aux élections locales. Enfin, il y a plusieurs échelons envisagés. En tout cas, il y a quelque chose qui est en marche. Donc une manière aussi de se distinguer des court-circuités, c'est de tenter cette chose-là. Alors, le Parti communiste avait dit qu'il ne se laisserait pas abattre, ne se laisserait pas vaincu par le Conseil d'État, porterait la contradiction jusqu'au bout. Et en fait, les annulations des 10 femmes qui sont prononcées en préfecture puis en Conseil d'État, elles ne donnent lieu à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, aucune réaction. En tout cas, pour Joséphine Pencalette, c'est le silence. On fait état de l'annulation de l'élection de Charles Tillon en même temps, mais lui, parce qu'il ne remplissait pas les critères de résidence légale. Et Daniel Leflancher que loue ses qualités de militant, mais vu qu'il y a eu une dispute, donc une lueur de la nature, un conflit, autre chose, je ne sais pas, car quelque chose qui a créé une rupture dans la trajectoire politique de Joséphine Pencalette, eh bien, elle a été, elle, complètement éclipsée. Donc, c'est... Par la suite, le Parti communiste, dans ses livres d'histoire officielle, n'évoque pas du tout la question des femmes. C'est beaucoup plus récent, en fait, que dans l'historiographie, on l'évoque. Il y a beaucoup de livres sur l'histoire du PC où c'est un truc complètement invalidé. Et je vous ai remis ici
l'image de l'avenue Joséphine Pellet, c'était un village associatif de la fête de l'humanité en 2015. Il m'avait invité pour venir parler d'elle. Alors moi, je dis, moi je veux bien, mais enfin, moi je vais faire mon travail, hein, je ne vais pas cirer les comptes de qui que ce soit. Et il m'a dit, pas de problème, pas de problème. Alors, héroïne en 1924 de la grève des ouvrières sardinières bretonnes de Douarnenez, parmi les autres, effectivement, c'est parce qu'elle est gréviste ouvrière qu'on la met en avant, on n'évoque pas du tout la question de son élection. Et puis, quand les ouvrages du Parti communiste entretiennent ses mémoires, c'est pour dire qu'effectivement, elle a été élue, mais on ne dit rien des conditions de son élection et surtout de ce qui se passe après. C'est le silence, voilà, il y a eu une espèce de comète, comme ça, là, un éclairage brusque à un moment, et puis derrière, ça s'est éteint. Il y a aussi une mémoire féministe qui s'est réapproprié son nom, sa figure, et parfois de manière en rétroprojetant des sensibilités contemporaines. À Brest, je montrais tout à l'heure, il y a une rue qui porte son nom, et sur la plaque homonymique, c'est écrit militante féministe. Ben non, le féminisme ne fait pas partie des engagements qu'elle a pu avoir. On peut y voir une figure pionnière des droits des femmes, et on peut être féministe aujourd'hui et s'en inspirer, c'est pas la même chose. Mais dire que c'est une féministe, c'est une déformation de l'histoire. Est-ce qu'il y a une particularité du milieu des gens de la mer quant à la place de la femme dans la société, dans le fonctionnement aussi d'une ville? Oui. Y a-t-il un matriarcat breton? Quelque chose de ça. Alors, les ethnologues sont assez d'accord pour dire qu'il y a des formes de fonctionnement de société dans lesquelles les femmes ont une place assez importante, puisqu'elles suppléent les hommes en leur absence, et parfois ils sont absents très longtemps, voire même définitivement. Le nombre de péris en mer à Douarnenez est supérieur au nombre de morts cumulés des 2 guerres mondiales. Donc ça fait beaucoup de marins et de familles du coup marins endeuillés. Mais les lois, le code civil, l'exclusion des droits politiques qui s'appliquent en Bretagne sont les mêmes que celles qui s'appliquent ailleurs en France. Donc il n'y a pas de traitement légal différencié. Donc il n'y a pas de matriarcat breton au sens d'une organisation sociale dans laquelle les femmes domineraient les hommes. Par contre, il y a un fonctionnement social dans lequel les femmes ont par moment, peut-être plus de latitude dans la gestion de la vie quotidienne. Mais bon, c'est le revers de la médaille aussi. Alors peut-être on peut prendre une dernière question si vous voulez. Vous pouvez poser une dernière question. C'est juste que j'ai un train après. Alors si j'ai cours de... Je regarde s'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore pris la parole. Vous avez la dernière question. C'est quand même assez... La réaction du patronat est quand même assez sidérante. Alors évidemment, on voit ça de notre époque, mais c'est assez caricatural, c'est assez cynique. Enfin bon, je vais arrêter les qualificatifs, mais bon, comment vous arrivez à expliquer, bon évidemment, cette époque de la revenue, on voit quand même à Audierne, je connais un peu moins de Douarnenez, mais on voit à Audierne la maison des propriétaires, etc., qui sont extrêmement prétentieuses, au-dessus du port, qui écrasent tout. Oui, comme ce que je vous montrais. Oui, exactement, je connais moins Douarnenez. Mais c'est très impressionnant comment ce patronat est aussi, je vais dire, à la ramasse, en quelque sorte, excusez cette expression. Comment ça? Le fait qu'ils ne veuillent pas augmenter les salaires? Oui, qu'ils soient aussi peu dialogants, aussi peu... Écoutez, alors, ce ils considèrent que on discute avec les communistes, point barre, il y a une logique de refus pour des raisons politiques. Ils considèrent qu'on a fait venir des gréviculteurs, c'est-à-dire des militants professionnels qui ont fait germer la grève, et donc c'est problématique, et qu'on est en train de manipuler idéologiquement les habitants pour les faire aller vers une idéologie qui les révulse. Et sur la question, c'est d'ailleurs ce dont se désole le préfet en disant mais ils augmenteraient de 20 centimes les femmes, la grève s'arrête. Ils vont payer 20 000 francs les briseurs de grève. Donc voilà, ça choque en termes de poids de mesure. Ben, on est dans une logique aussi de développement industriel. Il y a dans les parfois des usines isolées, c'est-à-dire un seul propriétaire ou une seule propriétaire. Et puis il y a des consortiums industriels qui vont posséder 10, 15, 20 usines, voire plus dans le monde. Et c'est eux qui sont à la tête du syndicat patronal et qui commencent d'ailleurs déjà à délocaliser au Portugal, en Espagne, au Maroc. Également, il y a déjà des usines délocalisées par ces mêmes entreprises nantaises au Maroc. Parce que on peut toujours tirer les couverts de bas.
c'est attaché à un produit assez luxueux, donc en plus ça choque le décalage entre le salaire, et je donnais un exemple avec les salaires pratiqués dans d'autres régions à une époque, le salaire des femmes qui est extrêmement bas. Extrêmement bas. Donc c'est ce que dit un responsable de la CGT, il dit que les patrons sont comportés comme des imbéciles. C'est le jugement qu'ils portent, effectivement, d'un point de vue d'intelligence politique, c'était pas très malin ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc ils ont perdu la grève, mais ils ont continué à prospérer économiquement. Voilà, ça n'a pas changé. Il reste aujourd'hui 3 conserveries à Blanc-Ménil. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous.